Les Voix de la photo, c'est le podcast qui donne la parole aux acteurs du milieu de la photographie pour nous dévoiler leur parcours, la réussite, parfois leur revers, et nous glisser quelques conseils en chemin. Bonjour à toutes et à tous, je suis Marine Lefort et vous écoutez Les Voix de la photo. Donc aujourd'hui, je suis avec monsieur David Dahan. Donc bonjour David. Bonjour Marine. Donc déjà, je te remercie de me recevoir et de m'accueillir dans vos locaux. Donc tu as cofondé Emulsion avec monsieur Luis Escudero et tu es le gérant d'Emulsion du coup depuis 2019. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Emulsion, donc c'est un lieu à Paris qui est dédié à la photographie argentique. Donc vous pouvez retrouver en location une chaîne graphique traditionnelle complète en libre service, donc avec des cabines de tirage couleur et des cabines noir et blanc, du développement de films et des scanners pour négatifs et tirage. Donc pour commencer, pourrais-tu te présenter et puis revenir sur ton parcours en commençant par là où tu as grandi et la formation que tu as faite? Ok. Alors, j'ai grandi à Versailles, dans les Yvelines. J'ai eu une enfance assez classique. Je ne suis pas beaucoup sur les photos de famille parce que c'est souvent moi qui les prenais. Donc, il y avait déjà un intérêt pour la photo à cette époque. Et ensuite, pour mes études, j'étais un jeune homme très sérieux, donc je suis parti dans le droit. J'ai laissé un peu de côté, j'avais sans doute des aspirations un peu artistiques, mais je suis parti dans le droit et je suis devenu avocat. Donc j'ai été avocat un certain temps. Spécialisé dans un domaine en fait, je crois que ça me plaisait pas trop, donc j'ai fait un peu tous les domaines. J'ai commencé par le pénal, évidemment, comme tout jeune qui se sent mobilisé par toutes ces choses-là. Et puis j'ai fini plutôt dans le droit des affaires, des trucs moins durs humainement. Mais ça n'a jamais été vraiment une vraie passion. C'était une très bonne école, puis un travail, mais voilà. Donc après, à un moment, je me suis dit, je vais peut-être essayer autre chose. J'ai ce qu'on appelle une carrière très atypique. C'est comme les appartements un peu de bric et de broc. Je suis parti diriger une entreprise familiale d'études de marché et de sondage. J'ai bossé dans le marketing pendant 4 ans. J'ai revendu la société et par le hasard de rencontres, et puis je suis rentré par la voie juridique, mais après j'ai carrément dirigé un studio de jeux vidéo aux Pays-Bas. Voilà, donc c'est vraiment pendant 4 ans. On a lancé des jeux et puis le studio a commencé à péricliter. Je suis revenu. Et tu faisais quoi du coup dans les jeux vidéo? Alors dans les jeux vidéo, en fait, j'y suis rentré en tant que directeur juridique pour gérer. On lançait un grand jeu vidéo pour les contrats de licence, etc., de distribution aux 4 coins du monde. Mais il y a rapidement eu en fait une sorte de vacances du pouvoir dans le studio. Le jeu prenait du retard, pas de ma faute, mais donc les équipes tournaient, etc. Et à un moment, je me suis retrouvé à carrément diriger toute l'entreprise. Voilà, donc j'avais 50 geeks, programmeurs, donc c'était une sacrée expérience. C'était pas facile tous les jours, mais c'était intéressant. Donc quand ça s'est terminé, je me suis dit je vais quand même retourner vers ce que je sais faire, parce que moi mes études c'était le droit. Donc je suis redevenu avocat, mais ça m'a toujours pas autant plu que ça. Donc j'ai commencé enfin à faire un peu de photos, tout en étant avocat. Et puis j'ai diminué au fur et à mesure ma partie avocat et j'ai fait de plus en plus de photos.
Et c'est dans ce cadre que j'ai rencontré Luis Escudero, avec qui on a le cofondateur d'Emulsion. On s'est rencontrés dans un laboratoire de photos qu'on a essayé un peu de dynamiser. On a tous les deux, on s'est très vite bien entendu, et puis on travaillait dans le même sens pour faire quelque chose de bien. On était quand même assez déçus de l'offre en fait des labos. Donc en fait l'idée d'Emulsion est venue de notre propre besoin qui était pas satisfait, alors qu'on n'était pas vraiment des professionnels au sens du terme. Lui, c'est un petit peu travaillé dans la photo. Il a un CAP de photo, c'est le seul diplôme de photo qu'on a au labo. C'est lui ce qu'il a. Moi, je suis autodidacte. Mais rien que pour monter des expositions, etc., c'était compliqué de trouver des solutions. Donc on a commencé à réfléchir. Louis était enseignant, prof d'espagnol, mais il a été aussi prof d'histoire. Il a fait des études de philo. Il a aussi un parcours très 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 riche. Et on a commencé à réfléchir si on trouve pas quelque chose qui nous plaît, peut-être que si on fait quelque chose qui nous plaît, ça plaira à d'autres. Donc on avait plusieurs idées. On avait l'idée, la grande idée, c'était de faire une sorte de coworking autour de la photo, qui aurait réuni un studio de tirage, un studio de prise de vue, des postes de travail pour faire de la post-production, du développement, du tirage, tout ce qu'on a ici, mais beaucoup plus. C'est un lieu autour de la photographie. Bon, on s'est rendu compte que c'était compliqué parce qu'il faut des grands espaces, c'est des investissements quand même très très importants. Donc on a essayé de resserrer notre projet, et moi ce qui m'intéressait, c'était j'étais prêt à faire quelque chose dans une niche, si on veut, autour de la photo. C'était vraiment la photo et de la photo argentique. Ça pouvait être une niche, il fallait que ce soit bien. On pouvait être ambitieux à une petite échelle, mais très ambitieux à cette échelle-là, plutôt que de faire beaucoup de concessions. Donc ça a été un peu notre idée directrice. Et c'est Louis qui a eu le premier idée du tirage couleur, qui était extrêmement difficile à faire en France. Ça avait été fait par un laboratoire qui avait disparu. Et donc de faire soi-même des tirages couleurs, c'était à Paris impossible, en tout cas sans connaître un tireur, ou sans aller chez un grand tireur et travailler avec des gens comme Diamantino par exemple. Mais de le faire soi-même, c'était pas possible. Donc on allait voir ce qui se faisait en Angleterre, etc. Et c'est là qu'on a lancé le projet. Pour revenir à votre passion, la photographie, comment dire, est-ce que c'était au début une pratique personnelle de prendre ses amis en photo, ou est-ce que ça a été directement dans une idée de devenir un photographe? Quelle était un petit peu la relation que vous aviez et qui a évolué jusqu'à présent avec la photographie? Alors là, on rentre dans des trucs très 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 personnels. Je crois que j'ai une famille très artistique. Mon frère est dans la musique. Mes sœurs fabriquent des jouets. Une autre écrit des livres. Et du côté de la famille de ma mère, il y a beaucoup d'écrivains, de metteurs en scène.
Donc il y a quelque chose qui m'a peut-être rattrapé au bout d'un moment. J'ai pas osé sans doute me lancer dans une carrière artistique étant jeune. Et je pense que ça m'a manqué. Donc mon rapport à la photo, je l'ai d'abord un peu bridé en faisant de la photo de vacances, des choses comme ça. Et après, ça a été un besoin par rapport à mes questionnements personnels, notamment autour de vous avez vu, j'ai une carrière avec pas mal de rebondissements par rapport à ma carrière, qu'est-ce que je voulais être. Et la photo a d'abord été un besoin. Ça est devenu un moment, ça s'est imposé comme un besoin. Donc j'ai fait de la photo qu'on appelle artistique, pas de commande. Et j'ai beaucoup exposé. Et c'est comme ça que ça a été mon rapport à la photo, de m'exprimer par la photographie. Quand vous avez réfléchi du coup à ce lieu, qui étaient un peu les premiers clients, enfin en tout cas les premiers photographes qui sont venus? Est-ce que c'était vos cercles d'amis? Enfin voilà un peu comment ça s'est construit. Et puis est-ce que vous avez vu une évolution des photographes qui viennent? Est-ce que vous avez vu un changement de profil ou alors au contraire c'est les mêmes? Voilà, est-ce que vous avez pu voir depuis quelques années une évolution? Alors par rapport aux premiers clients, on est des autodidactes dans la photo, on ne travaille pas dans le milieu, donc on a vraiment débarqué comme des ovnis dans le milieu, c'est-à-dire personne ne connaissait et on a ouvert sans avoir un seul client. J'avais pas un nom d'une personne qui allait venir. Évidemment, quelques amis qui faisaient un peu de la photo, qui sont d'ailleurs très peu venus en fait. C'est toujours des gens qui bon, c'est bien de soutenir, mais on a vraiment, on s'est vraiment lancé dans le vide. On était sûr de notre idée. Il y avait quand même beaucoup de signaux qui allaient dans le sens d'un regain de l'argentique. Là, je suis en train d'essayer de faire le pitch que j'ai fait au banquier pour obtenir un crédit, surtout le regain de l'argentique, les nouvelles pellicules qui réapparaissaient, etc. L'analogique, le parallèle avec le vinyle, etc. Mais et puis on a vu qu'à Londres, ça marchait vraiment très bien. Donc on sait pas, on n'a pas du tout eu le sentiment d'être inconscient, mais c'était un saut dans l'inconnu. Les premiers clients, ça s'est fait très très vite par du bouche à oreille en fait. Nous, on n'était pas dans le milieu de la photo, mais il y a un milieu de la photo argentique avec des gens qui se connaissent, qui ont suivi les mêmes écoles, etc., qui travaillent pour les mêmes publications, qui travaillent dans les mêmes studios, qui ont des agents en commun, enfin, etc. Donc il y a un cercle. Donc le premier client, on a eu un client avant même d'ouvrir. J'avais laissé, c'était encore en travaux, et il y avait un agrandisseur qui traînait dans cette pièce, donc comme il y a une vitrine sur rue, il était au fond de la pièce, et moi j'étais pas là, et j'avais mis un message avec mon numéro de téléphone pour les livreurs. Si quelqu'un voulait livrer, avait quelque chose à livrer, qu'il m'appelle, que je sois là, parce qu'on a beaucoup de matériel à livrer. Et je me souviens encore, j'étais dans le bus et quelqu'un qui m'a appelé, mais c'est quoi ce bordel, ce labo c'est un labo là que vous ouvrez, etc. Donc voilà, ça a été des hasards comme ça, et ça a fait un bouche à oreille assez rapide. Donc on a eu ces premiers professionnels de la photo qui sont arrivés. Ensuite on a eu des youtubeurs qui sont venus, comme Thomas App, qui nous ont fait de la pub. Donc on a eu une clientèle plus amateur qui s'est intéressée au labo et qui est venue suivre des formations ou tirer. Et
Alors après la question c'était l'évolution de cette alors ça s'est beaucoup professionnalisé en fait. Ça a commencé déjà avec des professionnels qui ont un besoin plus important et c'est devenu de plus en plus professionnel et on a vu qu'on répondait vraiment à un besoin qui n'était pas satisfait, qui était un besoin à côté de faire des tirages chez des grands tireurs où là on fait appel à un autre artiste pour travailler en binôme sur des tirages et à côté de simplement scanner ces négatifs, de pouvoir aller plus loin dans le process argentique en faisant ces tirages. Voilà, donc une clientèle très professionnelle et des jeunes, je dirais notre clientèle entre 25 et 35 ans, un peu plus masculine que féminine. Oui, c'est ce que j'ai cru voir. Mais on a des très grands photographes très très doués qui viennent et de plus en plus. Mais oui, ça reste encore un peu il n'y a pas une parité qu'on voit, enfin que moi j'ai rencontré par exemple dans le métier d'avocat, pas encore de parité, mais voilà, des professionnels. Sinon, ça m'intéresserait qu'on revienne sur les différents services que vous proposez. Ouais. Et puis, du coup, là, ce qu'on disait avant qu'on enregistre, c'est que vous voyez qu'il y a des besoins pour certains services que vous allez du coup approfondir plus ou moins. Donc, est-ce qu'on pourrait revenir sur les différents services et puis aussi sur du coup les évolutions en fonction de ce que vous avez vu et de ce que vous allez du coup peut-être un peu plus développer et un peu moins développer? Alors, l'idée, c'était d'offrir une sorte de service global sur la chaîne argentique, aller du négatif au tirage et au scan derrière, à la reproduction numérique de l'image. Et en fait, ce qui a tout de suite fonctionné très très fort, c'est le tirage argentique couleur. Donc on est parti sur donc le labo sur deux étages. Vous avez un étage avec des cabines de tirage couleur et un étage où il y avait un labo noir et blanc et du développement de négatifs. On a progressivement diminué puis arrêté le développement des négatifs. On n'a pas je dirais l'outil professionnel pour le faire. On avait des outils, des machines, des jobots qui sont très qualitatives, mais qui ne permettent pas d'avoir un rendement très très important. Et c'était à la fois pas nécessairement très rentable et pas utilisé par justement notre clientèle professionnelle qui va développer 20 rouleaux à la fois. Donc ça c'était sans doute pas très adapté, donc on a arrêté ça et on est en train de modifier, on est en travaux là, on a cassé le sous-sol, de modifier le sous-sol pour faire des cabines qui ne seront plus, donc il n'y aura plus une salle de tirage noir et blanc, mais des cabines mixtes couleur noir et blanc qui pourront être utilisées donc à la fois pour faire du tirage couleur ou du tirage noir et blanc pour ceux qui le veulent. Donc augmenter notre offre de tirage couleur qui est vraiment ce qui fonctionne le plus. Et les formations? Les formations, on en fait beaucoup, on n'en fait pas assez parce qu'on est à l'heure actuelle limité par le couvre-feu et on ne peut plus faire des formations en soirée. Donc on fait des formations, des initiations, on peut appeler ça comme on veut, dont le principe est d'expliquer à la fois le fonctionnement du labo, le fonctionnement du matériel pour savoir s'en servir, pour pas le casser,
et de montrer les bases du tirage couleur. Donc en couleur, ce sera de gérer gérer les couleurs et en noir et blanc, sur le contraste, etc. Un peu de masquage. Donc de donner les outils pour que les gens après puissent venir utiliser le labo en libre service. Et ça marche très bien. Il y a beaucoup de demandes, donc on n'arrive pas pour le moment pas vraiment à suivre. On est complet jusqu'à quasiment plus d'un mois en avance. Est-ce qu'il y a des personnes qui prennent une semaine, juste en quelques mots, quelle est un peu la fréquence comment la clientèle. Oui, alors on a un Instagram sur lequel on informe un peu notamment des formations, de ces choses-là. Et puis on a un site internet sur lequel on a un système de réservation sur lesquels les photographes peuvent réserver des créneaux. On fonctionne par créneau de 4 heures. Le tirage, il faut quand même ça prend un peu de temps. Et donc et après c'est l'intérêt du système, c'est que les photographes peuvent dans la limite des disponibilités qu'on a, puisqu'en ce moment on est très complet, gérer leur temps au labo comme ils le souhaitent. Voilà, ils peuvent prendre une demi-heure un jour, une heure un autre jour, pas venir pendant 15 jours, ensuite venir 3 jours d'affilée, 4 jours d'affilée pendant 8 heures, réserver du scan à côté pour numériser leurs images. Donc c'est cette souplesse qui plaît, je crois, beaucoup et qui est nécessaire aux photographes. Ils ont des moments où ils font beaucoup de shooting, ils ont des moments où ils ont plus de temps pour tirer, ils ont des deadlines, donc besoin de pas mal d'heures. On a même des photographes qui parfois louent deux cabines à la fois pour aller plus vite. Je vois que du coup qu'il y a énormément de demandes. Pourquoi vous pensez que ça n'existait pas avant ? Qu'est-ce qui est difficile ? Quels sont un peu les freins qui font que d'autres personnes ont peut-être pensé à cette idée et se sont peut-être arrêtées, ou alors, qu'est-ce que vous trouvez difficile ? Qu'est-ce que vous trouvez difficile et qu'est-ce que vous avez trouvé difficile peut-être au début ou alors maintenant, voilà, un petit peu. Alors très honnêtement, qu'on soit les premiers, ça m'a étonné. Alors il y a eu un précurseur qui s'appelait Self-Color, qui je pense était là peut-être trop précurseur, et puis il y a eu l'arrivée du numérique qui a fait que l'argentique est vraiment devenu beaucoup moins intéressant et il y a eu moins de demandes et c'est vraiment toute une nouvelle génération de photographes qui a relancé cet intérêt et donc les freins, il y a quand même un investissement financier qui est important, hein, pour faire les choses bien. On a acheté ce qu'on pouvait acheter en neuf, on l'a acheté en neuf. Ce qu'on a acheté d'occasion, notamment les agrandisseurs, on a pris ce qui était du matériel très haut de gamme, hein, matériel vraiment professionnel. Et ça coûte cher, et puis il y a pas mal de casses, il y a pas mal de maintenance, donc il y a un investissement, il faut les locaux, il y a des travaux à faire pour faire des cabines couleurs, etc. Donc le premier frein, c'est ça, hein. Le premier frein, je pense que c'est le frein financier. Et puis après au-delà c'est une société, quoi, hein. Il y a toute la logistique autour, faire fonctionner une société, c'est pas nécessairement évident. Et je crois que on peut pas. C'est difficile de mélanger. C'est-à-dire que moi, je fais beaucoup moins de photos depuis
depuis que j'ai un labo photo et que j'ai 20 agrandisseurs potentiellement dans mes rêves à ma disposition. Donc, je crois que le truc c'était de ne pas mélanger, et on a, je crois, un bon mix avec Louis est plus jeune que moi, a moins d'expérience de gestion d'entreprise, donc avait peut-être moins assez peur parce qu'il connaissait pas, quoi, une forme peut-être un peu d'insouciance par rapport à gérer une société. Et donc on a fait je pense que c'était un bon mix de vouloir y aller, et puis moi derrière qui connaissais un peu ce qui allait être un peu plus compliqué. Il ne s'agit pas simplement de poser des agrandisseurs et d'ouvrir. Est-ce que vous avez aussi en tête d'en ouvrir d'autres? Enfin, est-ce que voilà, ça fait pas 10 ans que Émulsion existe, mais est-ce que vous avez aussi en tête, en tout cas, que de peut-être tester des choses maintenant et peut-être en ouvrir d'autres à Paris ou d'autres en France? Alors bon, là depuis 2 jours on est en train de casser les murs en bas, donc on n'est pas, mais il est certain qu'on a découvert, hein, et puis on a pris de l'expérience. Je pense qu'on a quand même beaucoup réfléchi, alors faut rester modeste, mais de ce que nous disent les photographes, on a plutôt bien fait les choses, c'est-à-dire qu'on a fait un lieu fonctionnel, vraiment agréable, et ça c'est une grande satisfaction, c'est qu'on moi je ressens que les photographes qui viennent là, ils ont l'air contents d'être là, quoi. Et au niveau humain, par rapport à la profession d'avocat, c'est magnifique, quoi, hein. C'est un plaisir, non seulement parce qu'ils font plutôt des belles photos, mais donc on a l'impression de travailler pour un but, même si c'est pas nos photos qui sortent derrière, il y a quelque chose qui ressort et qui est vraiment intéressant, et en plus les rapports humains sont bien. Donc je pense qu'on a fait quelque chose qui était adapté à la base, et évidemment avec l'expérience il y a des choses qu'on pourrait faire un peu différemment, un peu mieux peut-être, on verra avec le sous-sol ce que ça donne. Donc l'idée, oui, ça peut être. Alors Louis c'est espagnol, donc peut-être en ouvrir un en Espagne, et puis. Oui, vous allez voir. Ou voir plus grand, ou s'associer à d'autres, ou aider à d'autres à profiter de notre expérience. Oui, bien sûr, et le monde de la photo est assez. Il y a une forme de solidarité, des gens qui sont, pour citer que ceux qui sont venus dans votre podcast, mais des gens comme Diamantino ou Max de Nation Photo, quand ils disent qu'ils ont cette vocation et qu'ils sont prêts à aider les autres, c'est pas que des paroles en l'air. Donc il y a toute une chaîne, on essaie de créer des synergies si on peut, et donc voilà, il y a des choses à faire encore, évidemment. Et sur la photographie argentique, là c'est une question qui est un peu qui est complexe, mais est-ce que vous avez est-ce que tu as en tête des indices que tu vois au quotidien peut-être qui pourraient expliquer l'apparition peut-être un peu plus forte de la pratique argentique? Est-ce que ça contrasterait avec le numérique? Enfin, ça c'est un petit peu des idées un petit peu simples que j'ai en tête, mais est-ce qu'il y a des choses que tu vois au quotidien et qui te permettent un peu de comprendre cette évolution? C'est compliqué c'est une question très compliquée. Je sais que tu tournes autour des photographes, donc à un moment, il faudra aussi peut-être leur demander.
moi, je vois des photographes qui clairement préfèrent le résultat qu'ils ont en argentique à celui qu'ils ont en numérique. Alors, après, il n'y a pas de... la majorité, voire tous les photographes professionnels qui sont là, parfois font du numérique. Hein. Ça dépend du projet, ça peut dépendre des deadlines, du client, etc. Donc, c'est pas une querelle de chapelle, hein. Mais alors pour ceux qui font de l'argentique et qui scannaient, clairement une fois qu'ils ont fait un tirage ici, en général, enfin ici ou ailleurs, mais ici ils ont la possibilité de le faire de façon régulière. Ils n'ont plus envie de revenir en arrière. Clairement, dès qu'ils peuvent, ils font des tirages. Donc il y a un côté esthétique, un côté qualitatif. Il y a des process. C'est vraiment pousser moi je le ressens comme pousser le process artistique encore plus loin. Ce qui se faisait se fait encore, hein, en faisant appel à des tireurs qui sont des artistes. Simplement là, l'artiste, ça reste le même, ça reste le photographe, mais le tirage en lui-même est un art. Et donc ça c'est clairement une chose que je trouve assez forte. Hein. C'est pas juste une posture, hein. C'est pas une posture, c'est vraiment on voit des photographes qui examinent leurs images, qui les comparent à des images numériques et qui aiment vraiment le process argentique. Après, je vais pas aller plus loin pour pas me mettre en porte-à-faux avec les gens qui font du numérique et qui vont dire le numérique c'est mieux, l'argentique c'est mieux. C'est pas du tout la question. Non, mais il y a les photographes, ils trouvent leur compte, clairement. Je pense leurs clients aussi. Après, il y a évidemment un peu un phénomène de mode. Après, je ne sais pas si derrière ça, c'est aux photographes qu'il faudra demander si c'est cette idée de ralentir le rythme, de faire moins, je ne sais pas si c'est moteur ou pas. Ça, on le voit beaucoup par rapport aux amateurs éclairés qui viennent ici, qui est de rapport à l'objet photographique, à la pellicule, à l'appareil qu'ils ont trouvé chez leur grand-mère ou qu'ils ont déniché, et le fait de ralentir, d'avoir un support physique qui est aussi quelque chose qui est dans l'air du temps. Oui, moi ma question était pas du tout pour mettre en opposition numérique argentique et de toute façon. Oui, mais je suis en train de dire que l'argentique c'est mieux. Je pense qu'en fait c'est des pratiques différentes. Moi, oui. Je trouve ça super intéressant de parler de tendances qu'on pourrait entendre de retour à l'argentique, mais donc du coup pour ça que je trouve ça intéressant que tu en parles, toi qui baignes dedans, mais ouais, l'idée c'est pas du tout d'opposer quoi que ce soit, et je pense qu'on fait, la pratique n'est pas la même, elle peut être complémentaire, mais elle n'est juste pas la même, quoi. Donc moi c'est pas du tout je t'oppose pas du tout l'un ou l'autre, non mais moi non plus. Donc par rapport à ce qu'on vient de se dire là, est-ce que dans les prochaines années, est-ce que tu verrais des tendances, en tout cas est-ce que tu penses que là par exemple ce qu'on pouvait voir dans les labos couleurs, tu me parlais du fait que vous aviez je me souviens plus, un flash, du pré-flash. Du pré-flash. Un agrandisseur pour faire du pré-flash. Voilà, agrandisseur pour faire du pré-flash, donc pour ajouter une teinte au tirage. Est-ce qu'il y a d'autres
Est-ce qu'il y a d'autres tendances que tu vois ou d'autres éléments comme ça assez concrets qui te viennent Nous, ce qu'on a vu assez rapidement, qui était super intéressant, c'est l'expérimentation. Ça permet un degré d'expérimentation encore différent. Beaucoup de photographes sont venus et ont commencé à bidouiller, quoi, à utiliser des choses comme à utiliser la lumière de façon différente. Ça pouvait être des fuites de lumière, hein. Par exemple, ce qui se passe si vous laissez pas votre papier vraiment dans l'obscurité, voilà, il va se marquer. Donc, il y en a qui découpaient leur négatif, et beaucoup utiliser des filtres, des lampes de poche, donc de l'expérimentation, et qui parfois s'est retrouvé dans les produits finaux, c'est-à-dire y compris dans des magazines, hein, donc là-dessus, moi j'étais très fier que ça permette ces évolutions. Après, ça c'est presque à la marge. Les grandes tendances, je les connais pas. Je sais pas. Peut-être maintenant qu'on rajoute des cabines couleurs, il va y avoir un retour du noir et blanc. On sent que c'est le souhait de beaucoup de photographes et que c'est peut-être pas nécessairement le souhait du marché, de la demande. Donc peut-être du noir et blanc, peut-être que l'argentique va diminuer, je sais pas. Peut-être que ce sera j'espère pas. Tout au smartphone. Je sais pas à terme, parce que non, je pense pas que je pense que on est sur quelque chose d'assez constant, et on a quelques clients très jeunes, mais on sent qu'ils veulent vraiment aller dans cette voie. Donc ce serait sympa qu'on ait un photographe qui débute ici, qui devienne célèbre en ayant commencé là. Ce serait sympa. Quels sont les conseils que tu pourrais donner à quelqu'un qui voudrait lancer un labo comme le tien, comme le vôtre? Alors, les conseils, alors je dirais de ne pas partir seul. Je crois que moi, en ayant déjà une expérience managériale et de gérer une société, je voulais pas le faire seul. Donc ça c'est vraiment bien. On peut être complémentaires, on peut chacun, voilà. Évidemment, on n'est jamais, on peut ne pas être d'accord, mais justement de discuter, ça, je pense on s'est tiré tous les deux vers le haut. Donc de pas faire ça seul, d'être aussi accompagné derrière. C'est idiot, mais avoir un bon expert comptable, c'est bien. Il faut avoir les outils internet, etc. C'est compliqué, hein. Avoir un site, notre site de réservation en ligne, par exemple, ça n'a pas été simple. On voit qu'on n'a pas nécessairement tous les outils pour gérer tout gérer les stocks, donc voilà, pas être seul, s'accompagner des bonnes personnes. Après, pas tout mélanger, c'est-à-dire que
On n'a pas beaucoup de temps pour tirer pour nous-mêmes, on n'a pas beaucoup de temps pour développer nous-mêmes, parce que c'est un vrai travail. Donc on s'enrichit de ce que font les autres, et on fait quand même un peu de photos, mais il ne faut pas imaginer je pense que le faire pour avoir son propre labo pour soi est pas la bonne démarche. C'est un plus, mais c'est une façon de rencontrer, d'être un acteur de la photo, mais ne pas oublier qu'il y a tout un travail derrière qui est important. On a fait un petit peu le tour de mes questions. Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai pas abordé, enfin qu'on n'a pas abordé, auquel tu penses, ou on a peut-être Je sais pas, peut-être sur le recul qu'on a au bout d'un certain temps, ce qui m'a marqué et nous fait plaisir, c'est les interactions qui se sont créées dans le labo. C'est-à-dire qu'il peut y avoir 7-8 personnes qui travaillent en même temps. Et puis voilà, de voir l'évolution de ces gens qui viennent souvent régulièrement, et les interactions. Voilà, je pense que ça enrichit tout le monde. Ça enrichit tout le monde de voir, de pouvoir poser des questions, de ne pas travailler seul dans son coin. C'est quelque chose qui m'a bien plu, et qui je crois est un de plus, qui rejoint un peu en fait notre idée initiale de coworking quelque part, hein. Mais voilà, ça marche bien, quoi. Il y a ce besoin, en tout cas. Je crois qu'il y a d'échanger. Je crois que c'est un. Je sais pas si c'est un besoin, mais c'est un plus, en tout cas. Parfait. Et ben merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci d'avoir écouté Les Voix de la photo. Si l'épisode vous a plu, partagez-le autour de vous, abonnez-vous, laissez votre avis et des étoiles. Si vous voulez en savoir plus, suivez-moi sur les réseaux sociaux. Je vous invite également à me contacter pour m'indiquer les sujets ou les personnes que vous aimeriez entendre. À très vite!